Bonjour, donc c'est aujourd'hui le dernier cours de l'année. Je reprendrai le 12 mai, mais pour le séminaire, qui en fait, étant sur une période assez concentrée d'un mois et demi, aura lieu sous forme de 2 séances d'une heure et demie chaque semaine, les mercredis et jeudis. Voilà, c'est sur le site du collège. Je ne sais plus très bien. Je crois que c'est 10h30 midi. Oui. Je vais donc, je pensais terminer la question des plats d'Asie centrale, de l'argenterie d'Asie centrale, mais en fait, le dossier s'est enrichi au fur et à mesure de la préparation des cours, puisque, bon, jour après jour, donc, Ankadan et moi, qui travaillons ensemble sur cette question, avons pu décrypter quelques exemplaires nouveaux et ça ne va sans doute pas s'arrêter. Bon, parce que une fois qu'on a trouvé la clé, c'est-à-dire que ce n'est pas des anthologies d'œuvres diverses, mais qu'à chaque fois ça illustre une œuvre particulière, disons une pièce particulière ou un passage particulier d'Homère, le reste se débobine relativement facilement. Voilà, donc probablement l'année prochaine, je comptais faire le cours sur les temples d'Asie centrale, enfin les temples non bouddhiques d'Asie centrale, mais probablement je commencerai par peut-être encore 2 ou 3 séances pour avancer ce dossier des plats. Alors là, nous en étions arrivés au plat de la Freer Gallery de Washington, que nous n'avons pas encore vu, mais que dont nous allons présenter l'interprétation et la publier au mois de, je crois, octobre, à l'occasion d'un colloque justement à la Freer Gallery, qui nous permettra de le tenir en main. Alors, j'ai donc dit que dans l'interprétation de Weizmann, c'est le record absolu parce qu'il reconnaissait une tragédie d'Euripide par scène. Et en fait, il avait raison seulement sur un point, c'est le héros principal qui est indiqué, on le sait maintenant. Le héros principal, le début du récit, disons, ou le héros principal, on le sait maintenant, c'est indiqué par l'axe du motif du médaillon, du fond. Alors ici, clairement, donc Weizmann l'avait vu, c'est Bellérophon qui est identifié par sa monture que lui seul possède, et qui est Pégase. Alors le nom Bellérophon est bien connu dans l'histoire de France, puisque c'est le nom du navire sur lequel Napoléon finalement s'est rendu aux Anglais en rade de Plymouth en 1815. Et ce n'est pas par hasard que ce navire vedette de l'amirauté britannique avait été baptisé Bellérophon. C'était une triple allusion, sa rapidité, sa puissance de feu et le fait que Bellérophon combat des monstres. Et en l'occurrence, le monstre, c'était la marine française. Et effectivement, on va voir sur une autre scène, Bellérophon combat la chimère. Alors, nous identifions la date. Nous sommes d'accord avec Marchak, c'est probablement assez tôt dans la série des bols bactriens. Comme le bol de Koustanaï, nous mettons ça au IVe, Ve siècle, et nous pensons que le lieu de fabrication doit être la Bactriane. Et nous identifions comme source principale non pas une tragédie, mais un passage de l'Iliade, qui est le discours de Glaucos, commandant du contingent des Lyciens, qui est donc du côté des Grecs devant Troie, et où il présente l'histoire de ses ancêtres. Alors, j'ai marqué en rouge les passages. Bon, j'ai abrégé, parce que c'est un long récit, et je présente en rouge ce qui vraiment peut s'identifier sur le plat. Je lis. Donc, Bellérophon alla donc en Lycie sous la conduite favorable des dieux. Lorsqu'il arriva en Lycie, bon, la Lycie, c'est un ancien royaume au sud-ouest de l'Anatolie actuelle, lorsqu'il arriva en Lycie et au cours du Xanthe, le roi de la vaste Lycie l'honora avec bienveillance. Il lui demanda d'abord de tuer la chimère invincible.
Cette dernière était de race divine et non humaine, lion par devant, serpent par derrière, chèvre par le milieu. Elle soufflait la fureur ardente d'un feu allumé. Et il la tua, obéissant au signe des dieux. En second lieu, il combattit les illustres Solim. Il disait que c'était le plus rude combat contre des hommes auquel il ait été confronté. En troisième lieu, il tua les Amazones égales aux hommes. Mais lorsque Iobates, donc le roi de Lycie, reconnut qu'il était noble fils d'un dieu, il le retint et lui donna sa fille, ainsi que la moitié des honneurs royaux. Les Lyciens lui découpèrent une portion de terre supérieure à celle des autres, riche en vergers et en terres labourables, pour qu'il y habite. La fille d'Iobates donna 3 enfants au courageux Bellérophon, Isandre, Hippoloque et Laodamie. Le prudent Zeus s'unit à Laodamie, qui enfanta Sarpédon, semblable au dieu, armé d'airain. Mais Bellérophon devint un objet de haine pour tous les dieux. Seul, il erra à travers la plaine d'Aléion, rongeant son cœur et évitant les chemins des hommes. Donc, à la fois, il y a d'autres récits dans le récit que j'ai sautés, et par ailleurs, Homère fait des ellipses, parce que l'histoire de Bellérophon était très connue. Donc on verra, Bellérophon devenu objet de haine pour tous les dieux, c'est parce qu'il a essayé de monter au ciel sur Pégase et qu'il a été précipité en bas. Bon, un certain nombre de détails. Alors, par rapport à ce récit, il y a quelques ajouts sur le bol, ajouts d'après les autres traditions sur Bellérophon, mais qui étaient évidemment connus aussi du public d'Homère. La scène d'ouverture, Homère n'en parle pas parce que tout le monde le savait. Bellérophon, au début de sa carrière, a dompté Pégase et on voit bien qu'il le dompte. Non, c'est embêtant quand même, ça marche pas très bien. Il le dompte à la cravache. Et ici, le manche de la cravache et la lanière. Donc Bellérophon, mais en même temps, c'est le seul motif de la narration pour lequel on peut identifier des modèles gréco-romains. Pour les autres, le plat est inventif à partir du récit. Alors, c'est une situation analogue en fait au bol d'Œdipe que nous avions vu. C'est où seule la première scène correspond partiellement à l'iconographie classique du mythe. Alors, Bellérophon, bien qu'il est fils de Poséidon, mais ses aventures se déroulent sous le signe de Zeus, qui est évidemment représenté par l'aigle du médaillon. Alors, cette image de Bellérophon s'envolant au ciel, domptant Pégase, mais avec la suggestion de partir vers le haut, est aussi une anticipation de son destin final, précipité sur terre pour avoir voulu braver les dieux et monter au ciel. Alors ça, c'est une addition par rapport au récit d'Homère. Il y a une deuxième addition, c'est le fait qu'après sa déchéance, on va revenir là-dessus, il est vieux, misérable, aveugle, il est guidé par une jeune femme. Alors Homère ne parle que de son errance à travers la plaine d'Aléion et le fait qu'il est un réprouvé des dieux, et on voit qu'ici il est guidé par une jeune femme. Alors pour le reste, on suit très bien d'après Homère. La scène 2, donc après l'image introductive de Bellérophon sur Pégase, c'est le combat contre le monstre, la chimère. Alors, il y a quelques libertés par rapport au texte. D'abord, ce n'est pas Bellérophon qui combat la chimère, c'est une espèce de géant plus âgé qui, en fait, vous voyez, il a un ruban sur sa lance, donc nous pensons qu'il s'agit d'un champion royal. Voilà, c'est le lieutenant de louvétrie du roi de Lycie. Et la chimère est représentée en fait par un ours. Et ce combat du champion royal contre la chimère, alors il y a quand même un détail qui correspond, c'est que la chimère mange du métal. Et là, on voit que l'ours est en train de mâchouiller le bout de la lance. Alors, vous voyez, c'est exactement comme des chasses à l'ours,
qu'on a sur des plats sassanides. Et on va voir, il y a un autre exemple encore plus net, parce que l'ours est tué de la même manière. Vous voyez, ici, vivant puis mort, avec une lance qui lui est passée à travers de la gueule. C'est exactement ce qu'on a là. Donc là, c'est vraiment inspiré des plats sassanides. Alors, cette chasse à l'ours, à la chimère, est infructueuse, car vous voyez que la lance s'est brisée. L'ours a eu la force de la briser. Donc le champion royal n'a pas pu vaincre la chimère, ce que nous dit Homère, la chimère invincible. Et Homère est sauté, et celui qui a exécuté le plat a fait l'ellipse sur la suite, c'est que c'est Bellérophon qui va finalement triompher de la chimère. Ensuite, mais ça ne posait pas de problème à un public qui connaissait l'histoire, car là est bien la question, le public connaissait l'histoire. Alors, scène suivante, c'est la victoire contre les peuples des... Oui, alors les inscriptions sont à l'envers parce qu'en fait, on les a mises par rapport à une lecture normale du plat. Alors, voilà 4 personnages. C'est la victoire contre les peuples barbares, à la demande du roi de Lycie, Iobatès, qui est ici sur son trône. Alors, vous avez ici les Solimes, qui sont représentés, qui sont en principe des voisins de la Lycie, mais qui ici sont représentés comme on représentait, disons, les Éthiopiens, les barbares par excellence, des cheveux crépus. Et ici, c'est une femme, c'est les Amazones. Ils sont faits prisonniers, ils sont captifs, et ils sont exécutés à la massue. Et on a ici, donc, Bellérophon et qui est en pose de, disons, qui est en pleine gloire, à côté du roi Iobatès, qui est sur son trône. Et voyez le geste qu'ils font de la main. On a eu un petit problème avec ce geste, car il n'est pas dans le répertoire des gestes codifiés qu'on a dans l'art iranien. Mais nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. C'est le geste de la condamnation, avec 3 doigts. Ici, vous voyez un martyr à qui on va crever les yeux. C'est le geste de la condamnation. Donc, les prisonniers sont condamnés à mort. Alors, la suite. Bellérophon, pour prix de ses exploits, est devenu gendre du roi et co-roi, puisque le roi lui a donné la moitié de son royaume, et de riches domaines, donc Homère en parle, des labours, des vergers. Donc, voilà, c'est représenté par ces 2 personnages. Bellérophon vit dans la prospérité agricole. Là, on a ici un serviteur ou un paysan qui ploie sous l'abondance des fruits de ses domaines, et ici, ce qui se passe dans le palais, c'est-à-dire que Bellérophon peut recevoir somptueusement avec des plats et des cruches à vin. Scène suivante. Alors, ellipse sur ce qui s'est passé, mais auquel il était fait allusion dans la première scène. Il s'est enflé d'orgueil, il a voulu monter au ciel. Et là, il s'est retrouvé précipité sur la terre, errant. Alors, c'est dans certaines traditions, il est effectivement aveugle. On voit qu'il est aveugle ici. Il est misérablement vêtu, mais il est toujours roi. Vous voyez, il a le bandeau royal, il est toujours roi. Et addition par rapport au récit d'Homère, il est guidé par une jeune fille qui est pieuse, qui semble tenir un plat pour faire des offrandes. Alors, plutôt que sa femme, qui est la fille du roi Iobatès, nous pensons qu'elle est sa fille, Laodamie. Pourquoi ? Parce que la même jeune fille réapparaît ici, mais en jeune mère, et nous savons que de Zeus, qui est en dessous, elle a eu un enfant qui s'appelle Sarpédon, et qui va devenir le plus illustre descendant de Bellérophon, puisqu'il va combattre devant Troie, et mourir, mais glorieusement, avec son cousin Glaucos, celui qui, dans l'Iliade, a raconté leur histoire. Et donc, ça s'arrête là.
Alors, Sarpédon, dans les traditions, bon, c'est pas, il apparaît pas ici dans Homère, mais dans les, ou plutôt oui, il apparaît dans Homère, effectivement, il est indiqué comme fils de Laodamie, elle-même fille de Bellérophon. Ce qui n'est pas la version générale. On sait que Sarpédon est le fils de Zeus, mais parfois on lui donne un autre père. Alors ça, c'est intéressant, parce que, comme ici, on voit bien que dans la logique du récit, il est le fils de Laodamie, fille de Bellérophon. Du même coup, on voit que l'artiste a suivi la tradition de l'Iliade, et pas une autre. Alors, ça s'arrête donc avec la naissance de Sarpédon. Donc, on peut faire, on peut faire des hypothèses. Pourquoi est-ce que, visiblement, cet épisode est tellement mis en valeur? Alors, on a pensé à une explication possible. C'est qu'à l'origine de ce plat, dans les modèles, il y aurait peut-être une œuvre patriotique de la Lycie, parce que Sarpédon donc, est le plus glorieux représentant de la dynastie des Lyciens, et avec son cousin, ils se sont donc illustrés sous les murs de Troie. Alors, patriotisme lycien, ça fait penser à quelque chose, c'est qu'à l'époque des Grecs de Bactriane, nous savons que ceux dont nous connaissons l'origine, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux dont nous connaissons l'origine, venaient de ces régions sud-ouest de la Turquie actuelle. Eutydème, dont j'ai montré le probable portrait lors d'une séance précédente, on sait qu'il était de Magnésie, donc c'est dans l'Ionie, c'est sur la côte ouest de la Turquie actuelle. Nous savons qu'à Samarcande, il y a des monnaies locales qui portent des symboles de la Carie, qui est juste au sud de la Lycie. Donc, peut-être certaines grandes familles grecques avaient commandé des œuvres flattant le patriotisme de ces régions et que ce plat en serait le descendant. Bon, c'est possible, c'est une hypothèse, ce n'est pas la seule qu'on puisse faire. Alors, il y a malgré tout ici quelques éléments de réinterprétation locale. Alors, oui, ici c'est pour montrer qu'il y a une construction très géométrique, vous voyez, avec l'aigle qui peut être divisé en plusieurs cadrans, et à chaque fois, ça correspond à un personnage essentiel, le sabot de Bellérophon, à nouveau Bellérophon ici, et à nouveau Bellérophon ici. Donc, l'aigle, la composition du plat indique au lecteur les directions dans lesquelles il va trouver le héros principal. Alors, un élément qui pourrait être local, c'est le fait que la chimère est réinterprétée en ours. Alors, pourquoi l'ours? Il y a une proximité conceptuelle entre l'ours et les êtres démoniaques. Dans le Bundahishn, les ours sont des créatures ahrimaniennes issues de l'accouplement de Yima et d'une démone. C'est un animal, c'est une proie royale flatteuse, mais dans la hiérarchie des espèces, il est quand même placé nettement en dessous du lion, qui, lui, a une apparence royale. L'ours est vraiment considéré comme démoniaque. Et il pourrait aussi y avoir, dans ce choix de l'ours pour représenter la chimère, le reflet de développement qu'on observe, par exemple, sur des mosaïques de Tunisie au VIe siècle. Vous avez ici un ours qui normalement n'a rien à faire là, puisqu'ici c'est Thésée. Donc, c'est le Minotaure qu'ils auraient dû montrer. Mais comme ils ne savaient plus trop comment représenter le Minotaure, ils ont pris un ours. Comme, disons, l'ours a servi de joker. Voilà. Pour eux, en Tunisie, ça ne posait pas de problème de prendre un ours. Ils en avaient, l'ours de l'Atlas, qui était en fait le principal pourvoyeur des amphithéâtres romains où il y avait des chasses à l'ours. Bien, de même que en Iran et en Asie centrale, il y a une espèce d'ours qui s'appelle Ursus tibetanus. Alors, j'ai une discussion avec Ankadan sur cette question. Elle pense que c'est l'ours brun, et moi je pense que c'est Ursus tibetanus, l'ours noir de l'Himalaya,
qui existe aussi en Iran. Parce que, pourquoi Ursus tibetanus? Parce qu'il est plus redouté que l'ours brun. L'ours brun est plutôt placide et craintif. L'ours du Tibet est connu pour attaquer des gens qui n'ont rien fait. Voilà. Et il semble avoir été l'espèce la plus répandue à la fois en Iran et disons, autour de l'Inde-Couche. Alors, un autre élément peut-être d'adaptation locale, mais là-dessus, je n'aimais cette idée qu'avec une grande prudence, mais j'ai quand même ici envie de l'émettre, c'est qu'il y a un héros des traditions légendaires iraniennes dont la biographie a des affinités étranges avec celle de Bellérophon, au point qu'on peut se demander s'il n'y aurait pas eu une certaine contamination. Ce héros, c'est Keikaus, un roi légendaire de l'Iran, assez ambigu, parce qu'en fait, Keikaus, il n'est pas très équilibré. Hein. Il aurait pas Rostam pour le tirer du pétrin de temps à autre, ça se passerait mal pour lui. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs aspects dans la biographie de Keikaus qui rappellent très bien Bellérophon. Keikaus combat contre des barbares démoniaques, et en fait, il fait combattre un champion, il fait combattre Rostam. De même que Iobates a fait combattre Bellérophon. Et ces barbares, à la fin, enfin, dans l'une des guerres, celle du Mazanderan, sont exécutés, comme on a vu les Solim et les Amazones exécutés dans la scène avec Bellérophon et le roi de Lycie. Alors, ce sont des scènes qui ont été identifiées sur les peintures du palais de Charlistan, en Ostrouchana. Ça date d'environ vers 800. C'est déjà vraiment très proche du Shahnameh. Certaines de ces peintures, vous avez d'ailleurs pu les voir à l'exposition Tadjikistan du musée Guimet. Donc voilà, combat contre les barbares démoniaques qui sont exécutés. Ensuite, l'ascension au ciel. Keikaus est le seul héros iranien qui est monté au ciel, qui a essayé de monter au ciel, et c'est pas précis, on ne dit pas très bien comment il est monté au ciel. Plus tard, au Moyen-Âge, il va être dans une espèce de caisse magique avec des aigles qu'il tire vers le haut parce qu'on a accroché des gigots au-dessus des aigles pour les faire monter. Mais ça vient, c'est repris du roman d'Alexandre. Il semblerait qu'il y ait eu une phase où c'est des Pégases qui le montaient au ciel. Donc là, ça rappelle quand même fortement quelque chose. Donc ici, on aurait probablement, selon moi, l'ascension de Keikaus dans son char à Pégase, avec ici des démons qui participent en fait à cet effort. Mais cet effort qui va être puni, car Keikaus, comme Bellérophon, va être précipité d'en haut. Et on ne voit pas ici sa chute, c'est lacunaire, mais ce qui est curieux, c'est qu'il est sauvé en vol, il est récupéré en vol par la Fravashi, c'est-à-dire l'ange gardien de son petit-fils qui n'est pas encore né, son petit-fils Keikoslo. Et c'est peut-être ce qu'on voit ici. Ce serait peut-être la Fravashi de Keikoslo qui récupère le grand-père imprudent Keikaus. Et bon, c'est quand même curieux que sur notre bol, l'histoire se clôt avec la naissance de Sarpédon, le petit-fils vaillant qui illustrera sa famille à la guerre. Mais bon, tout ça, c'est peut-être mon imagination qui est lâchée. On n'a pas la preuve que le mythe de Keikaus existait déjà sous cette forme. Au IVe, Ve siècle, on sait qu'il existait, mais pas forcément sous cette forme. Mais en tout cas, il est avéré que la figure, le motif du Pégase, étroitement lié à celui de Bellérophon, dès cette époque s'infiltre dans l'art sassanide. Donc, Bellérophon était peut-être bien en train de circuler à ce moment-là. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur le bol Freer. Et maintenant, je termine avec un bref aperçu sur d'autres œuvres qui relèvent du répertoire homérique.
Alors, on a déjà parlé au début du plat avec les trois grâces, qui est un motif, disons, périhomérique. Ça part d'un passage de l'Iliade où Pacité, la plus jeune des grâces, s'est fait faire un trône par Héphaïstos. C'est ce qu'on voit ici. Plat de production locale, on l'a dit, hein, probablement exécuté au Gandhara vers le moment de la conquête sassanide. Et ça, donc, c'est du répertoire, disons, homérique, mais avec des éléments qui viennent de la poésie gréco-romaine plus tardive. Alors, un autre objet extrêmement intéressant et qui a suscité beaucoup d'interrogations, c'est une aiguière qui a été trouvée à Guyuan, c'est en Chine. Elle a été trouvée en Chine. Alors là, pour une fois, on a un contexte archéologique. Elle a été trouvée dans une tombe datant de 569. On a l'épitaphe du défunt. Donc on sait que ça a été fabriqué avant 569. Bon, le rendu des costumes rappelle beaucoup le plat de Koustanaï avec Oediproie que nous avons vu. Et donc, nous sommes tentés d'assigner à cette aiguière, qui est de forme typiquement sassanide, une date identique au plat de Koustanaï, c'est-à-dire, disons, 350 à 500. Voilà. Alors, ça a d'abord été publié par Marchak en 1989, qui a reconnu 3 scènes en rapport avec l'histoire de Paris et Hélène. Alors, ces scènes ne sont pas dans l'Iliade, mais ce sont les traditions, disons, périhomériques. C'était des histoires très connues, même pré-homériques, puisqu'il y a une strate qu'on appelle les chants cypriens, qui peut-être préexisté à Homère. Alors, il a reconnu ici l'embarquement pour Troie. Vous voyez, elle monte sur le bateau. On ne voit pas le bateau. On ne voit pas le bateau, mais elle a le pied en l'air. Donc, elle est au bastingage. Et Paris a un costume, là, de voyageur, peut-être même un costume de voleur. Enfin, il est à peine vêtu, et il lui caresse le menton. Donc, ça, c'est un geste de séduction bien connu dans le répertoire gréco-romain. C'est donc la séduction et l'embarquement pour Troie. Il l'enlève au palais de son mari Ménélas. La nuit, il s'enfuit. Il emmène la femme de Ménélas, laquelle du même coup emmène la caisse, puisqu'elle s'est emparée de tous les trésors de son mari pour partir à Troie. Alors, les 2 scènes suivantes posent davantage problème. Bon, ce que nous avons mis là, c'est notre nouvelle interprétation. Ce que pensait Marchak, vous voyez ici, le personnage ici, donc visible, Paris, tient des fruits peut-être ou de la nourriture. Ça n'a pas l'air d'être... Marchak pensait que c'était une transposition de la scène du jugement, où donc Paris offre... Bon, il doit décider entre Héra, Aphrodite et Artémis, laquelle est la plus belle, et il choisit Aphrodite, et il indique son choix en lui tendant la pomme. C'est un petit peu complexe parce que ce n'est pas vraiment des pommes. Bon, voilà. En tout cas, elle montre son visage. Vous voyez comme je suis belle. Et la scène de la fin, Marchak pensait qu'en fait, c'était plus Paris, c'était Ménélas, le mari trompé, qui retrouve sa femme à la fin de la guerre de Troie. Paris a été tué. Et qui, dans un premier temps, veut la tuer. Et puis, pour finir, il va lui pardonner et la ramener chez lui. Alors, cette interprétation n'a pas convaincu, ou plutôt, bon, en gros, même la première scène, en fait, Paul Bernard ne pensait pas que c'était l'enlèvement d'Hélène, il pensait que c'était Persée et Andromède. Bon, nous pensons que c'est bien l'enlèvement d'Hélène, et qu'en fait, on a un ordre chronologique de gauche à droite. C'est-à-dire que ces scènes, en fait, seraient complètement centrées uniquement sur le couple de Paris et d'Hélène, sans autre personnage. On aurait donc ici, ça viendrait en fait, voilà, Hélène enlevée et emmenée à Troie sur le bateau. Au milieu, ils se marient.
Alors, c'est pas vraiment, le mariage de Paris et d'Hélène n'est pas vraiment décrit, mais il est, c'était quelque chose d'assumé, puisque c'est bien dit dans l'Iliade, elle est considérée à Troie comme étant la femme de Paris. Donc, ce serait la cérémonie du mariage, où, représentée d'une manière, disons peut-être plutôt romaine, on sait que les époux s'échangeaient un gâteau. On appelle ça la confareatio. C'était la manière de célébrer le mariage. Et par ailleurs, c'est le moment où la mariée allait au mariage voilée et elle se dévoilait devant son époux au moment du mariage. Rituel qui subsiste et dans le mariage orthodoxe et dans le mariage chiite, où là, ça se complique un peu parce que les époux se voient d'abord dans un miroir. Ça vient de là. Et ce qui expliquerait qu'elle montre son visage. Elle vient de faire tomber son voile. Bon, en fait, tout ça, c'est de la comédie, parce qu'il y a longtemps qu'elle s'est dévoilée, bien entendu. Mais, bon, voilà, ce serait le mariage. Et à la fin, ce serait en fait à nouveau Paris, mais qui part combattre à la guerre de Troie. Pour la première fois, il a ses armes. D'ailleurs, ça ne va pas être un combattant très vaillant. Enfin, c'est quand même lui qui finira par tuer Achille avec une flèche, mais ce n'est pas un acte très honorable parce que, justement, Paris se sert surtout d'arcs et de flèches qui ne sont pas les armes nobles. C'est les armes des bâtards, des subalternes, etc. Et sa femme, donc, peut-être, reste préposée aux soins du ménage. Elle tient ce coffre à la main, alors c'est peut-être ses bijoux, alors peut-être aussi ça ouvre vers la suite, c'est-à-dire que finalement, il part à la guerre, il va y mourir, et elle va rejoindre son époux, sans bien sûr s'être séparée du butin qu'elle avait embarqué au moment où elle a fui le domicile conjugal. En tout cas, si on suit notre interprétation, c'est cohérent. On a la suite des épisodes, et ben on est bien obligé de se dire que là, il n'y a plus de distorsion. Cette histoire, ben, elle était connue dans les milieux où cette cruche a été exécutée, donc probablement, oui, on va dire à nouveau bactriane au sens large, en tout cas avant 569. Bon, nous pensons 4e, 5e siècle. Alors, je vais terminer par un objet qui paraît très déroutant, ce qu'on appelle le pot de Bashkiri. Alors, ça a été trouvé dans l'Oural, hein, c'est actuellement au musée d'Oufa. Alors, c'est un objet, le style, vous voyez, est différent des objets qu'on a vus précédemment. Je veux dire, c'est quasi baroque. Les corps sont déformés, mais pas par maladresse. C'est un style particulier. Bon, il se trouve que les photos, le dessin qui a été publié n'est pas très exact. Nous avons eu des photos qui sont bonnes. Mais avec un photomontage un peu maladroit qui a effacé quelques détails, en fait, personne n'a étudié cet objet depuis 1963. Il a été découvert à ce moment-là, il est arrivé au musée d'Oufa, il a été publié par un archéologue local appelé Armerov, qui l'a publié sommairement et a été absolument incapable de proposer une interprétation, ou plutôt oui, il en a proposé une. On voit du feu sur des torches, donc c'est le culte iranien du feu. Bon, c'est aussi c'est une tendance qu'avaient les archéologues ex-soviétiques à trouver le culte du feu à peu près partout. Et depuis, on n'en a plus reparlé. Marchak l'a brièvement mentionné dans ses livres, mais sans aucune tentative de réinterprétation. Alors, nous avions une petite idée, nous voulions aller le voir. Et c'est la mission que nous devions effectuer
au début février à l'Ermitage, et on avait prévu un complément au musée d'Oufa, où on était très gentiment attendus. On nous aurait montré la cruche. Et puis, juste à ce moment-là, des restrictions sanitaires nouvelles qui, en fait, rendaient la mission impossible et dont nous avons compris après coup que le but était évidemment de vider le pays des étrangers, alors que l'invasion de l'Ukraine était déjà prévue. Donc, évidemment, nous ne savons pas quand nous pourrons aller voir ce pot, mais les collègues du musée d'Oufa nous ont envoyé en fait tout ce qu'ils pouvaient nous envoyer gratuitement, les meilleures photos qu'ils pouvaient avoir. Alors, pour certaines raisons, je pense que cet objet est en fait plus tardif dans la série. Moi, je le mettrais au 6e, 7e siècle, et je pense qu'en fait, il a été fabriqué en Sogdiane. Je vais vous expliquer pourquoi. On a 2 scènes. Alors, on peut commencer une scène ici, une scène ici. Chaque scène implique 2 personnages, et on peut commencer la lecture où on veut. En fait, on la commence ici, parce que chronologiquement, dans notre interprétation, ça vient avant. Alors, je vous explique tout de suite. Il y a un personnage qui réapparaît sur chaque scène. C'est lui, mais là, il est jeune et là, il est plus vieux. C'est Ulysse. C'est Ulysse. Le contexte d'interprétation nous en a convaincus. Et un attribut particulier d'Ulysse, c'est son espèce de chapeau de voyageur qui parfois est plus pointu. Bon, ici, c'est déformé, mais il a ce chapeau. Et ici, il est jeune. Et ici, il est moins jeune. Il s'est fait pousser la barbe. Alors, à droite, on aurait une illustration d'un passage, du passage auquel est principalement consacré le chant 9 de l'Odyssée. C'est ici. C'est la scène où Ulysse et ses compagnons sont prisonniers du cyclope Polyphème dans sa grotte. Alors, vous connaissez tous l'histoire. Polyphème donc est un cyclope, il n'a qu'un œil. Enfin, bon, là, on ne peut pas vraiment voir s'il n'a qu'un œil, mais enfin, il pourrait très bien. Souvent, on le représente avec 2 orbites vides et un œil sur le front. Il est anthropophage, il est géant et cyclope, il est anthropophage, il fait prisonnier les compagnons d'Ulysse avec une grosse pierre, il en mange plusieurs. On nous explique bien en détail qu'il les a mangés complètement, il a même cassé les os pour manger la moelle. Bien, mais finalement, alors Ulysse arrive à s'en sortir avec quelques compagnons parce qu'il a du vin qu'il fait boire pur à Polyphème, ce qui plonge Polyphème dans la torpeur, et du coup, il profite de son sommeil pour s'emparer d'une torche et aveugler son œil unique. Et ils arrivent à s'enfuir. Alors, nous pensons qu'il s'agit de cela. D'abord, ces objets, là, ici, on a l'impression qu'on a peut-être un candélabre, peut-être une torche. En tout cas, ici, ça a bien l'air d'être une torche, parce que c'est comme ça que dans l'art sogdien, sur les ossuaires, par exemple, les torches sont représentées. Vous voyez ici un ossuaire trouvé à Khan-Tepe près de Charissabz, où vous avez le même type de torche avec une sorte de support ici, et ce dieu qui tient un autel du feu, c'est probablement le dieu Arduaïcht, qui est à la fois le maître du paradis et le maître du feu. Et ici, on aurait donc Ulysse qui tient la torche avec laquelle il va crever l'œil de Polyphème. Et ici, Polyphème tient à la main la cruche de vin, qui est d'ailleurs de forme identique à l'objet lui-même sur lequel se trouve ce décor. Il tient la cruche de vin qu'Ulysse lui a remise et avec laquelle il va boire jusqu'à sombrer dans l'inconscience. Et vous voyez, il se tortille, il est tout content, il est tout heureux. Et Ulysse, de son côté, regarde d'un air pensif
une boîte. Qu'est-ce que vient faire cette boîte? C'est un peu étrange, mais nous avons une idée, c'est que cette boîte excusez-moi, c'est pas très facile là. Oui, cette boîte est un ossuaire. Vous voyez ici, sur les ossuaires de Bian-Ayman, près de Samarcande, 7e siècle, on a la divinité de la terre qui tient elle-même un ossuaire. Et vous voyez, c'est absolument identique avec la cassette, l'indication de motifs sous des arcs, qui est souvent le cas sur les ossuaires, le couvercle festonné et le bouton en haut pour soulever le couvercle. Alors, ce que nous pensons, c'est que tout ça est très codé, avec des objets qui fonctionnent pratiquement comme des pancartes indicatrices. Torche veut dire torche avec laquelle on va crever l'œil de Polyphène. Polyphène va sombrer dans la torpeur. Et Ulysse regardant un ossuaire d'un air pensif, c'est l'ossuaire qui contient les os de ses compagnons que Polyphène a mangés, et dont il n'a laissé que les os, pas même la moelle. Et donc on aurait ici, sous une forme extrêmement concentrée, l'épisode de la grotte de Polyphène. Alors, la deuxième scène 2, qui à notre avis vient après, elle est plus reconnaissable parce qu'elle est moins transposée dans les réalités centra-asiatiques. C'est la visite d'Ulysse chez Circé, la magicienne. Ça apparaît dans le chant 10 de l'Odyssée, donc le chant qui suit le chant où il est question de la grotte de Polyphène, mais en fait, entre les deux, il s'est écoulé pas mal d'années. Donc, pour marquer le passage du temps, on a donné une barbe à Ulysse. Alors, vous voyez un vase grec du 5e siècle avant notre ère, où on a une partie des éléments que nous trouvons ici. Ulysse, qui tient son manteau à la main, c'est encore plus net ici, il attrape son manteau. Pourquoi? Parce que Circé lui a fait des avances et qu'il va finir par y céder. Donc, il a enlevé son manteau. Circé, ici, elle est accompagnée, c'est dit dans Homère, d'un métier à tisser. Elle est tisserande, et ici, on voit le métier de face. Et là, on le voit de profil. Donc, en haut, les enroulements que vous voyez ici, c'est les fils de la chaîne qui s'enroulent dans la partie supérieure du métier. Et ces deux barres que vous voyez ici, ce sont les deux barres horizontales qu'on active pour tendre les fils. Alors on a fait passer, ici c'est la navette, on fait passer les fils de la chaîne dans les fils de la trame, et après on tend tout avec ces barres horizontales. Et là en bas, des pesons pour tendre mieux les fils. Donc c'est ce qu'on aurait ici, simplement c'est vu de profil. Et que fait Circé? Elle a préparé un breuvage qu'on appelle un cicéon, mais qui est en fait un breuvage habituel, mais elle y a mis du poison pour transformer les compagnons d'Ulysse, et espère-t-elle Ulysse lui-même, en animaux. Et donc vous en avez deux, on en voit deux ici, peut-être encore un ici, en tout cas, non, c'est le même, mais simplement c'est mal découpé. Un ici, et on le distingue ici. Ces animaux, normalement, ce sont des petits cochons. Mais parfois, dans le récit, dans le texte d'Homère, on voit qu'il est question aussi de lionceaux. Ça a plutôt l'air d'être ça. En tout cas, ce ne sont pas des chiens. Alors, voyons, là, un bronze qui montre cet épisode avec un des compagnons d'Ulysse transformé en petit cochon. Alors, on aurait donc... Et alors, en fait, Ulysse, c'est trop tard pour les compagnons qui ont déjà été transformés en cochons, mais lui, sur le conseil d'Hermès, a obtenu un antidote qu'il met dans la boisson que lui tend Circé et qui va lui permettre d'échapper à la malédiction.
C'est ce qu'on voit ici. Alors, on a donc une présentation très elliptique où on a à la fois Circé la tisserande. Alors évidemment, tout ça, c'est un jeu de miroir, parce que les aventures d'Ulysse chez Circé la tisserande, qui finalement, ils vont se quitter bon copain, et elle va lui donner les indications grâce auxquelles il échappera au danger du voyage de retour à Ithaque. Et il pourra retrouver sa femme Pénélope, autre tisserande. Donc c'est une anticipation de ce qui se passera ensuite. Et on a donc Circé, son breuvage magique, Ulysse, disons, en passe d'être séduit, et le métier à tisser. Circé est connue pour sa belle chevelure. C'est toujours comme ça qu'elle est représentée. Et vous voyez ici, elle a cette espèce de catogan qu'on a déjà vu sur des coiffures féminines de cette époque, mais beaucoup plus abondant, voilà, beaucoup plus opulent. Alors, il reste un mystère. Qui est le jeune? Elle tient sur l'épaule un jeune garçon. Vous voyez ici. Qui est-il? Ici. Un petit garçon avec de longs cheveux bouclés qui tient cette espèce de bâton courbe. Et il a on a l'impression quand même qu'il y a une certaine relation de tendresse, parce que voilà, elle le tient sur l'épaule, et lui, avec sa main gauche, joue avec la chevelure. Donc, on voit que c'est une scène assez tendre. Bien. Alors, évidemment, on pense à un modèle iconographique bien connu, mais c'est pas force qui a pu être transposé. C'est Aphrodite avec Éros qui est son fils. Et là, parfois, Aphrodite porte Éros, non pas vraiment sur l'épaule, mais sur l'avant-bras, vous voyez. J'aurais tendance à penser que dans la transposition, on a utilisé la forme des ailes d'Éros pour exprimer autre chose. Parce que c'est sans doute pas Éros, pour deux raisons. Éros a toujours des ailes. Or, ici, il n'a pas d'ailes, clairement. Et d'autre part, Circé n'est pas associée à Éros. Elle est d'ailleurs pas particulièrement associée à l'amour. Bon, elle a des relations sexuelles avec diverses divinités, éventuellement avec Ulysse. Ça se passe plutôt bien, mais on dirait en anglais sex friends and not lovers. Donc, ça serait. Alors, qui peut-il être? À partir de là, on peut partir dans le jeu des hypothèses. Nous pensons qu'il tient. On avait pensé au départ une espèce de petit diablotin, un petit génie, à qui Circé délèguerait sa baguette magique, car Circé est connue pour avoir une baguette magique qui est en même temps une baguette qui sert à guider les troupeaux. La baguette de berger, comme on a vu auparavant sur le vase d'Édipe. Parce qu'elle est une maîtresse des fauves. Dans sa grotte, elle est entourée de toute une faune, des lions, et en même temps, elle est magicienne. Elle exerce sa magie à la fois par ses boissons qu'elle prépare, mais aussi par sa baguette. Donc, il tiendrait la baguette de Circé. Alors, est-ce que ce serait une espèce de démon qui aurait pour seul rôle de tenir cet attribut magique? Alors, on peut penser éventuellement à un parallèle. C'est à Penjikent, dans les peintures du cycle de Rostam. On a les 7 exploits qu'accomplit Rostam lors de la deuxième guerre du Mazendéran. Et dans l'un de ces exploits, il déjoue les sortilèges d'une belle sorcière. Alors Rostam est ici, et derrière un rocher apparaît cette jeune fille
qui fait un geste de déférence ou d'invitation, adressé évidemment à Rostam. Et dans la scène suivante, c'est probablement une combinaison avec un autre exploit de Rostam, c'est le combat contre le dragon. On a un dragon mais féminin qui a des seins et que Rostam va tuer. Et c'est probablement aussi ce qui est bien expliqué dans le Shahnameh, c'est que la sorcière l'a conviée à un pique-nique. Voilà. Et au moment où les choses allaient se développer, Rostam a prononcé le nom de Dieu. Et du coup, la sorcière se désintègre, révèle son vrai visage, qui est une horrible mégère, et Rostam la coupe en deux. Alors, ici, on l'a donc en train de tenter de séduire Rostam, et devant elle volait une petite créature habillée, féminine, car elle a des longues tresses, qui a un corps végétal et qui tient un collier. Alors, cette petite créature prend la place d'autres créatures qu'on a déjà eu l'occasion de voir, qui sont des animaux composites, en général tête de lion, corps de poisson, qui volent à la hauteur du visage des héros, parfois en apportant un anneau, une guirlande, etc., et qui sont interprétés comme les diverses métamorphoses du principe du Farn, qui est le principe du charisme, du pouvoir surnaturel, mais qui n'est pas forcément un principe positif. Hein. Les démons ont aussi un Farn qui est négatif. Et ici, ça pourrait avoir un rapport avec, disons, le Farn maléfique de la sorcière, donc Farn, malédiction, qui évidemment s'exprime par la séduction, donc le collier. Il a alors le corps végétal, ça peut venir d'images indiennes, hein, les Yakshini, les dryades de la mythologie grecque, etc. C'est le seul cas où le petit être qui vole à la hauteur du visage du personnage est humanoïde. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas ici un peu la même chose? C'est une possibilité. Il y a une autre piste. Ce serait un enfant de Circé. Alors Circé, comme elle a eu une vie sentimentale un peu agitée, elle a toute une progéniture avec divers dieux. On raconte dans les traditions ultérieures qu'elle a eu plusieurs enfants d'Ulysse, y compris d'ailleurs un fils qui finalement tuera son père, mais ça c'est pas dans Homère. Mais avant de rencontrer Ulysse, mais d'après des traditions, disons, assez tardives, hein, c'est connu au 5e siècle par le grand poème de Nonos de Panopolis, les Dionysiaques, elle a eu un fils de Poséidon qui s'appelle Faunus. Alors ce Faunus, c'est intéressant pour nous, car c'est un berger et c'est en même temps un sorcier. Donc est-ce que ce serait lui qui tiendrait, évidemment iconographiquement transposé d'Eros, qui tiendrait la baguette magique? Voilà, maintenant, disons, nous nous acheminons vers cette idée. Je veux dire que, en fait, nous nous sommes acheminés vers cette idée ce matin à 7 heures, par échange de mails, donc ça peut encore évoluer. Mais ça pourrait bien être cela. Et du coup, on serait amené à supposer que le modèle de cette cruche, encore une fois, qui paraît tardive, le modèle de... Attendez, les précédents, c'est quand même très embêtant. Le modèle de cette cruche pourrait être en fait romain tardif, peut-être byzantin. Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître vraiment dans la poésie les traditions sur le petit Faunus. Pour le moment, donc, on en est là. Le cours s'arrête ici. Donc je voulais vous parler
d'un des bols Stroganov qui nous montre Héraclès. Je voulais vous parler des 2 bols qui représentent Alexandre, le bol de Vereino à l'Ermitage, où nous pensons maintenant reconnaître le thème d'Alexandre à la chasse, et le bol de Lassa, où nous avons une version juive d'Alexandre au paradis. Mais, bien, il faut s'arrêter. Donc, probablement, on en parlera au début de l'année prochaine. De toute manière, il s'agit dans tous ces cas d'études publiées ou en préparation. L'étude sur le bol de Lassa, disons la version juive d'Alexandre, vient de paraître dans le Bulletin of the Asia Institute. Bon, ce n'est pas encore en ligne, c'est paru. Le bol de Vereino, on devrait préparer ça assez vite. Voilà. Alors, bon, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut bien se faire à une idée qui, avant ce que nous avons trouvé cette année, ou un peu avant, paraissait insoutenable. C'est que les Bactriens du 4e, 5e siècle, plus tard, et leurs maîtres, les patibulaires Hun, Kidarites ou Ephthalites, avaient un accès à Sophocle et à Homère. Quel type d'accès? Quelle nature d'accès? Avaient-ils les textes? Avaient-ils des versions des textes? Se les faisaient-ils expliquer par des intermédiaires? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, nous espérons arriver à le savoir un jour. En tout cas, je terminerai comme Pierre Briand a commencé son livre sur Histoire des Perses achéménides. Il commence par une citation de Léo Ferré. « Il faut croire l'histoire ancienne ». Voilà. Ce discours de Plutarque, on a dit, ce sont évidemment des exagérations rhétoriques. Quand Alexandre civilisait l'Asie, Homère y devint une lecture habituelle. Et les fils des Perses, des Susiens, des Gédrosiens déclamèrent les tragédies d'Euripide et de Sophocle. Eh bien, c'était vrai. Voilà. J'ai terminé pour cette année.